Alors The Dawn est sorti en 2021 et sa version remasterisée en 2022. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouvel album ou un album live? Ah ouais. On a déjà enregistré des nouveaux trucs pour le moment, mais on ne sait pas vraiment quand on va le sortir. On n'est pas pressé, quoi. On est en train de bosser sur de nouveaux trucs, de différents trucs. Alors on verra bien quand on sent le temps il est juste, quoi. On va le jeter dans le monde, ouais. Je pense qu'on écrit beaucoup. On a été enregistré et on l'a posté sur Instagram aussi, donc c'est pas un grand secret. Mais on essaye de faire évoluer organiquement et de juste prendre notre temps, histoire que ce soit vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, il y a plein de nouveaux trucs qui viendront. Quand ça vient... Est-ce que vous pouvez nous parler de l'esthétique de vos lives? On peut voir des fois aussi que vous jouez en festival, comme aujourd'hui. Est-ce que vous adaptez aussi votre live en fonction de l'heure à laquelle vous passez? Par exemple, si vous serez passé maintenant, ça aurait été un peu compliqué avec le vidéo proche ou quoi? On essaye de compromettre le moins possible. On y va toujours 300%. Donc si on joue 6 heures du soir ou minuit, notre approach il est pareil. On veut faire le même show ou le meilleur show possible, peu importe les conditions ou l'heure qui soit. Ceci dit, ouais, il y a des trucs où il faut tenir compte. Ici, aujourd'hui, on a de la chance. On joue à minuit, il sera bien noir, donc ce sera parfait, quoi. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez me dire d'où sont tirées les images de vos prestations live hors clip? En fait, c'est un peu tout le monde, beaucoup de nous qui ont filmé, en fait. Il y a notre pote qui fait les visuels, Stéphane Tammerman, qui est aussi photographe, qui a filmé aussi en Islande et tout. On a des images de ça, par exemple. Des fois, on utilise des trucs que moi j'ai filmé à Sicile, à Palermo. Il y avait des catacombes et tout. Ça dépend un peu. Il y a Mathieu, notre guitariste, qui a aussi filmé beaucoup. Ouais, c'est nous tous un peu qui gèrent ça, quoi. Quand on croise quelque chose qui nous touche et qu'on dit qui nous parle, quoi, on essaye de le capter, on fait voir aux autres et puis ça devient un part du live. Ouais. Et j'ai vu que vous avez fait aussi un ciné-concert sur The Mirrors de Tarkovsky. Ah ouais. Je sais que tu es fan de Tarkovsky, Colin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement comment ça s'est passé, l'opportunité de faire un ciné-concert, votre lien aussi que vous avez avec le médium, l'art du cinéma en fait, avec Amenra? Ouais. Il nous a beaucoup inspiré, quoi. Il y avait beaucoup de passages dans ces films qui nous parlaient et qui aussi nous racontaient un peu la même histoire que nous on raconte, quoi. Alors il y a un lien et ça t'inspire et tu le prends avec dans le futur. Et alors, mais c'était cool de faire d'une fois faire l'exercice de faire un score de film en live en fait. Mais c'était dur, hein. C'était vraiment C'était complexe, mais c'était aussi très très intéressant puisque genre pour moi, je me suis rendu compte notre approach avec les visuels, par exemple, c'est un peu pareil que Tarkovsky a une espèce de build-up qui va vers quelque chose et puis tu as un truc en grandeur, un truc qui te prend vraiment. Tu as regardé une longue période, mais tu es surpris. Comme nous, on essaye de vraiment, quand on joue, avec les différences musicales entre les passages distortés, fort lourds, et des trucs qui sont très fragiles. On a vu un peu que lui, il avait la même façon de faire dans son film. Et on a vraiment pu redécouvrir un peu la musique. On a expérimenté, là, je pense, pour la première fois, avec des trucs qu'on n'est pas encore fait, des nouvelles textures, ça a affiné même notre façon d'écrire pour la suite, je pense. C'était un premier pas très important, donc c'était beau de pouvoir faire ce truc justement avec ce film-là, qui a déjà été employé, je pense même avant, dans des clips ou des visus, ouais. Et si vous pouvez faire un autre ciné-concert d'un autre film de la cinématographie de Tarkovsky, ça serait lequel qui vous viendrait en tête? Ça, je sais pas. On a déjà fait un, ça va, c'est un temps pour autre chose maintenant. On n'aime pas se répéter trop, quoi. Ouais. Je comprends. Justement, en décembre, j'étais présent à l'une de vos deux dates, au De Kroin. Ouais. Vous avez fait à guichet fermé 2 dates à la maison.
qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça vous a fait de retourner, on va dire, à la maison et de faire un concert plus humain, plus intimiste au De Kroin? Ouais, c'est ça, c'est ce qui est étrange avec quand t'as un groupe et tu deviens de plus en plus grand, quoi. Les salles ils deviennent de plus en plus grands et t'as moins de contact avec les gens qui viennent te voir et ça c'est un peu dur pour nous, quoi. Ok, c'est cool d'agrandir et tout, mais on aime plus de jouer dans des trucs plus intimes en fait, où tu es plus proche. Et c'est une espèce de musique qui est mieux pour tu dois sentir quoi. Tu veux sentir the spit and the sweat. You want to feel it, tu sais. Alors ouais, c'était cool de pouvoir faire ça. Et je pense qu'on va faire ça de plus en plus dans le futur. Qu'on a des trucs qui sont grands et tout, mais chaque année, on veut en faire quelques-unes qui sont plus intimes, quoi, ouais, on veut pas se perdre, quoi. Ok. Et comment s'est passée ta collaboration avec Caro Teng pour The Outbreaker sur The Dorn? Ouais, c'était chouette de le revoir, quoi. Elle avait déménagé aux États-Unis il y a quelques années, en fait. Et là, c'était vraiment le moment d'être ensemble de nouveau, quoi. Elle ne pouvait plus venir en Belgique pour un temps, alors on s'est vu là-bas, aux États-Unis. Et c'était chouette, quoi. On a campé un week-end ensemble et tout. Et c'était un peu de revoir notre sœur qui habite là. Alors, mais c'est cool. On avait encore une espèce de extra layer qu'on pouvait, that we could add to the music, quoi. Ça n'arrêtait pas avec mon cri, on avait encore Caro qu'on pouvait jeter dessus. Ouais. Je pense que c'était aussi très, très cool d'avoir quelqu'un qui était proche de ce qu'on faisait. C'est pas quelqu'un une invité random ou juste quelqu'un que tu connais pas personnellement. Ici, on avait déjà un lien avec la personne et c'est cool de pouvoir l'inclure sur le nouveau disque, quoi. Et vous avez aussi chacun vos projets. Toi, Tim, t'as Dotseskader, Predatory Void. Toi, t'as She, Absent in Body. C'est pas trop compliqué de savoir faire la part entre vos différents projets, par exemple pour les tournées ou avec des sessions studio, par exemple? Non, parce qu'on sait ce qui est le vaisseau mère, tu vois. C'est Amara. Tout tourne autour de ceci, je pense. Moi, autant Dotseskader et tout ça, c'est très clair que j'ai une forte passion pour ça et je pousse ça hardcore. Mais ouais, c'est comme un univers où on circule tous dedans. Genre Siegfried, il nous aide aussi avec le merch et tout ça. C'est une grande famille et on sait très bien quand on doit mettre le focus sur quoi. Quand le moment est là de focus sur Amara, on se retourne tous vers ça et on le fait 300%, quoi. Il n'y a aucune hésitation, aucun doute là-dessus. Et justement, pour The Dawn, est-ce qu'on peut attendre plusieurs albums de Dawn comme on a eu avec Mass ou pas? On a les deux chapitres maintenant. Ça a changé, on a fait le Dawn et c'est un autre monde qu'on marche dans, quoi. Et dès que le moment il va être là, je pense que Mass 7 va être né, tu sais. Alors on va avoir les deux de nouveau. Amènera des différents spectres. Je veux dire, on a un grand spectre, alors tu amènera acoustique. Tu as The Dawn et le flamand et tout. On doit raconter des trucs de cette manière-là. Et tu as aussi les albums Mass et tout. Mais tout a son temps et ça fonctionne un peu dans nos vies. Alors on gère un peu, on essaye un peu dans quelle atmosphère on est un peu. Et là, on essaye de gérer, quoi. On veut faire tout, quoi. Il n'y a pas assez de temps de faire tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Okay. Vous avez fait aussi plusieurs performances uniques en live, comme par exemple tu t'es fait lester par des crochets et suspendre à Courtrai en 2009. Tu as aussi fait ça à la baie. Ouais. Comment tu te prépares mentalement à ce genre de performance et comment tu le lis à Amenra? L'idée du sacrifice c'est un peu mis dans Amenra début année 2000 et c'est devenu une espèce de c'est devenu très important dans ce qu'on fait. Comme Tim le disait, on se jette pour 300% et même nos our bodies on les utilise aussi pour raconter notre histoire et de prouver que that we mean ce qu'on fait, quoi, que ça vient d'une profondeur
extrême, quoi. Et ouais, c'est difficile de gérer parce que des fois, c'est sur des moments où ce sont des shows très importants, des release shows ou des shows assez spéciaux et le stress level il est très haut. Alors, c'est jamais un plaisir de le faire. Mais c'est quelque chose qui nous parle en nous-mêmes, quoi. On doit le faire, on le fait. Et des fois, c'est difficile à expliquer. Mais c'est quelque chose qui vit en nous et qui nous dit, OK, paf, c'est le moment, paf, il faut faire ça. Et ouais, tout le monde, quand on jette ça sur la table, tout le monde se regarde et se dit, OK, on y va, quoi. Ouais. Quel est votre processus créatif chez Amenra au niveau des compositions? Ouais, je pense que ça varie fort, hein. Il y a tous les approches qui sont mixées. Il y a des trucs qu'on prépare à la maison, soi-disant, tu vois, des riffs que Leonard peut même terminer les 3/4 d'un morceau et qu'on complète ou qu'on interprète à notre façon et puis qu'on commence à mouler ça jusqu'au moment où ça sent comme quelque chose à nous. Et il se peut aussi très bien que Mathieu il joue un riff, on répète, on le regarde ou même pendant un soundcheck, tu vois. Ça vient constamment. Je peux pas assez le stresser. On n'a jamais un truc qui est genre planifié à un point où genre oh ouais on va faire ça, ça va être de cette façon-là, ce sera pour telle date. Voilà, genre ce soir Mathieu peut prendre sa guitare avant le concert, il check son son, il fait genre un riff, on le regarde tous et on fait genre ok, on va check ça la semaine prochaine. Et puis donc voilà, je pense que c'est un peu tout mélangé, mais le stress est vraiment sur le fait que ce soit organique, tu vois, que c'est un truc que nous on ressent, même sans les paroles, on doit déjà sentir le contenu du morceau, le lien avec, sinon on peut pas le terminer. Donc peu importe quel moyen qu'on doit employer pour arriver à ce stade-là, on l'emploie, voilà. Et au niveau des paroles, est-ce que tu peux me parler des thèmes lyricaux de Dawn et comment tu arrives à lier justement la poésie avec une musique aussi brutale qu'Amenra en fait? Ouais, c'est dur à expliquer. Ça se passe organiquement en fait. Je veux dire, sur Mass 5, c'était la première fois qu'on avait des petites espèces de poèmes en néerlandais entre des morceaux, quoi. Et là, on sentait que ça avait une fonction, quoi. C'était une espèce de point de repère où tout venait très petit. Et puis ça a éclaté de nouveau avec un nouveau morceau. Et là, on se disait, OK, ça a une place sur nos morceaux et tout. Alors, et aussi dans le passé, des fois, j'écrivais beaucoup et je skippais beaucoup. J'utilisais même pas la moitié de tout ce que j'avais écrit. Mais pour le Dawn, je disais, j'avais envie de vraiment raconter l'histoire. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup parlando sur le morceau et on a vraiment pris le temps de raconter l'histoire en détail comme on veut dans notre langue maternelle, quoi. Alors c'était aussi de nouveau une espèce d'étude de langue, une espèce de nouvelle matière que tu bosses avec et ouais, ça nous enrichit un peu, ça nous inspire, ça donne un peu un nouveau vent qui ça aide. Je veux dire, on existe depuis 25 ans. Des fois, on a besoin d'un nouveau élan, mais on ne veut pas changer, quoi. C'est pas qu'on veut devenir un autre groupe, quoi. Amenra reste Amenra et ça va toujours, l'essence du truc, ça doit toujours rester le même, quoi. Ouais. Okay. Il faut savoir que nous, en fait, on n'est pas très loin de vous être formés. Nous, notre radio, elle est à Moucron. Je ne sais pas si tu connais Moskron. C'est à une dizaine de kilomètres. Et nos collègues animateurs de radio t'ont connu sur Spineless. Ouais. Est-ce que la période de Spineless te manque? Et comment s'est passée la transition entre Spineless et Amenra? Non, ça me manque pas, mais je la garde avec une gratitude. Ce temps-là, on a appris tout en fait là-bas, quoi. On était 16 ans et tout, on faisait n'importe quoi. Mais c'est vraiment le début de tout, quoi, pour nous. Alors c'était joli, c'était un temps qui était très spécial pour nous et ça nous a formés. C'est grâce à ça qu'on est là en fait. Si on n'aurait pas eu ça, je pense qu'Amenra n'existerait pas, quoi. Alors c'est joli, quoi, de le regarder, mais ça me manque pas vraiment, quoi. Je suis super content et
d'où on est maintenant et avec qui on est et tout notre groupe nous tous ensemble, on a de la chance quoi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette signature que vous avez avec Relapse Records, qui est un très gros label américain? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Fort naturellement, je pense. Ouais, je sais pas, même pas comment raconter ça. C'est pas comme un conte de fées ou quoi. On leur a proposé, ils ont dit oui, et puis ils nous ont offert en fait une énorme liberté, quoi, pour laquelle on peut pas assez leur dire merci. Je pense que c'est dingue de signer sur un label US avec et tu dois livrer un disque et d'un coup on dit voilà, on va le livrer en néerlandais, il sera comme ça. Et pour des Américains, voilà, ça doit avoir été fort flippant, mais je pense que ça prouve que c'était une fort bonne décision pour nous, parce que voilà, nous on est hyper contents du disque, on a su sortir le truc dont on avait besoin de sortir. Émotionnellement je parle, et eux ils nous ont vraiment supported 300% quoi. Donc ouais, voilà, c'était un bon clic, juste un bon feeling avec des bons gens. Ces derniers temps, vous avez énormément tourné, vous avez fait une tournée en acoustique, après vous avez tourné aussi avec Igor, Axmancher et Der Wegen Freiheit. Est-ce que des fois c'est pas trop épuisant pour vous et vous voulez déconnecter de la tournée pour vous concentrer sur vos familles ou sur vos différents projets aussi? Bah oui, mais spécialement comme par exemple pour Thème qui a des groupes actifs qui se jettent dessus aussi. Et là, c'est vraiment dur, quoi. Quand tu bookes tous ces concerts et tout en avance, il y a 6 mois en avance, quoi. Tu dis ouais, paf, tu remplis ton agenda. Mais dès que tu le fais physiquement, quoi, c'est vraiment fou. Et ça pèse physiquement sur nous tous. Mais ouais, on a une envie, quoi. On veut faire tout le temps. Mais ouais, faut qu'on gère un peu, faut qu'on écoute nos corps un peu aussi. Oui, aussi. Mais ouais, on est là pour quelques années et c'est maintenant qu'on doit le faire. Alors ouais, on essaye de gérer et de faire le plus que possible et le mieux que possible. Ouais. Vous avez sorti aussi un album, Church of Ra, qui était un collectif. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau volume aussi de Church of Ra? Non. non. Là, ouais, comme je disais, c'était 2014, je pense, quelque chose comme ça. Et ouais, les planètes s'alignaient et on avait tous ces groupes ensemble. Et il y avait une espèce d'harmonie à fond dans ce moment-là. On se disait OK. Et on avait fait une espèce de projet ensemble où Amenra avait fait des splits avec tout assez de groupes. Et là, on a fait ce petit projet aussi. Mais comme tu disais avant aussi, on doit se mettre le focus sur le groupe de nouveau. Tout le monde a beaucoup de projets à côté et c'est super enrichant. On apprend beaucoup et on le prend avec nous et on le met dans Amenra de nouveau. Mais ouais, des fois, on doit mettre le focus sur le groupe de nouveau. Ouais. Comme avant, dernière question. Je sais que Amenra est un projet et vous-même en solo, vous êtes fan d'art en général. Tu as fait des projets sur des sculptures, etc. par exemple. Est-ce que vous pouvez me citer 5 artistes qui vous influencent le plus, autres que musique, dans d'autres types d'art? Un des artistes qui m'a inspiré beaucoup et que j'ai un peu introduit esthétiquement en Amenra, c'est Hermann Nitsch de Austria. Il did performance art, il faisait des peintures et il utilisait des animaux morts et body fluids de tout genre et tout. Et c'était des très grands spectacles presque d'art performante. Et celui-là, par exemple, il y en a beaucoup. Il y a des gens comme du Body Modification World qui nous ont inspiré aussi. Comme je disais, avec Abstinent Body, on a travaillé avec Louis Fleischhauer de Berlin, où on a bossé aussi ensemble et fait quelque chose ensemble. Et je pense vraiment qu'on a réussi à exceller
tous individuellement, quoi. Tu sais, tu fais des trucs tout seul, et quand tu les mets ensemble, tu fais quelque chose de plus grand, en fait, et ça c'est joli. Si tu as encore des autres noms... Je pense qu'aussi on est fort bien entouré. Donc je veux dire, voilà, même dans notre cercle, des gens qui jouent pas d'instruments mais qui sont fort actifs, comme Stefan Temmerman qui est photographe, Dean Sora qui est un génie. C'est des gens qu'on regarde au quotidien leur travail et qu'on travaille avec eux. Et ça nous influence, je pense, en permanence. C'est des trucs qui sont pas du tout musique, mais il peut nous montrer une photo, ou Vincent, Dean Sora, une vidéo, et qu'on se dit, holy shit, ça nous trigger. Donc voilà, je pense que même dans notre cercle, il y en a des dizaines et des dizaines de gars qui sont excellents, et on a de la chance avec ça. Merci du coup pour l'interview. Est-ce que vous avez un mot à dire pour nos auditeurs? T'avais une question? Voilà, donc comme mon fils disait, on vous a vu plusieurs fois sur scène, notamment en acoustique, où vous étiez en rond. Voilà. Et aussi, je voulais te poser la question, pourquoi, pratiquement, quand tu fais un show, tu tournes souvent le dos au public? C'est dur, je sais pas, des fois on fait des trucs et on n'a pas nécessairement une explication, mais je veux dire, c'est différent, quoi. Tu offres la musique ou l'art, ou ce que tu veux l'appeler, d'une autre manière. T'es pas là avec une espèce d'audacité de je suis là et je vais une fois te prouver on parle la vérité ou je sais pas quoi. Alors tu diminues un peu l'idée du frontman qui est des fois là en train d'exiger beaucoup d'attention de tout le monde tout le temps. Et on a un véhicule, on a 5 sur scène, on a 5 à côté de la scène, et c'est nous tous en fait qui font ça, quoi. Ouais. Et je trouve que il n'y a pas une personne qui peut prendre toute l'attention, quoi. Alors j'essaye de le diminuer un peu, ou de le tirer un peu dans les ombres, quoi, et que tu as un peu... T'es témoin de quelque chose d'intime, t'es témoin de 5 personnes qui sont en train de raconter leur histoire, aussi envers chacun, quoi. Pas nécessairement... c'est pas vraiment un show que tu fais, tu sais. Et ma dernière question, on a un ami, ça c'est pas nous, qui a été allé vous voir à Courtrai, où vous avez fait un show soit dans un funérarium ou un crématorium. Ouais. Les deux. Ouais. Pourquoi ce show pourquoi ce lieu, voilà. Parce que it makes sense, tu sais, et ça c'est juste. En fait, pour nous, c'est plutôt là qu'on doit jouer, ou dans une église, ou dans une forêt. C'est là qu'on doit être. C'est pas vraiment dans une salle ou un festival, en fait. Qu'on peut faire ça dans des espaces comme ça, quoi. Ça devient encore plus grand, ça devient encore une expérience plus profonde, je pense. Ça te parle, le lieu te parle déjà sans avoir joué une note, tu sais. C'est une espèce de... Ouais, c'est important. Ouais. Okay. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup.